été modifié en 1999, il a été de nouveau modifié, et je sais que voilà, il y a des modifications qui sont sans doute encore envisagées, notamment peut-être sur la question des savoirs traditionnels, et peut-être que vous aurez l'occasion d'évoquer ces questions par la suite. Donc en tout état de cause, je souhaitais une nouvelle fois vous remercier d'avoir accepté d'organiser cette conférence, et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci, monsieur, de l'opportunité que vous me donnez d'entretenir les auditeurs du CEPI. Et c'est également un honneur pour l'OAPI de pouvoir contribuer à la formation de ces auditeurs. Et comme vous le dites, l'OAPI, c'est quelque chose de tout à fait particulier dans l'univers des offices. Et c'est la raison pour laquelle je vais essayer, autant que faire se peut, de montrer aux étudiants quelles sont nos particularités, ce que nous faisons, et surtout situer l'OAPI dans le contexte des offices, d'abord des offices nationaux et des offices régionaux. Alors, j'ai préparé un PowerPoint que je vais essayer de partager avec les étudiants. Alors, je vais... Il y a beaucoup de personnes en salle d'attente. Voilà. Bon, ça peut être quelquefois lent parce que là, nous sommes en pleine saison pluvieuse et la qualité de la bande passante n'est pas toujours satisfaisante. Alors, donc là, je vous présente un peu le thème qui m'a été donné de présenter aux étudiants. Alors, c'est le rôle d'un office régional de propriété intellectuelle. C'est le cas de l'OAPI. Ce que je vais présenter, c'est d'abord situer le contexte de l'OAPI du point de vue historique, situer l'OAPI par rapport à la Convention de Paris pour bien comprendre le fonctionnement de l'OAPI. Ensuite, je vais vous présenter les deux aspects de l'activité de l'OAPI, à savoir que l'OAPI, c'est d'abord un office de propriété industrielle et l'OAPI, c'est également une agence de développement. Et c'est là une des particularités de cet office. Alors, en quelques minutes, pour comprendre un peu le fonctionnement de l'OAPI, comme de tout autre office, en matière de propriété industrielle, il y a une activité notariale qui est menée. Et donc, qui dit activité notariale dit qu'il faut une autorité chargée de mener cette activité notariale. Et cette activité notariale a été décrite à l'article 12 de la Convention de Paris, pour la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Et cette convention décrit sommairement en son article 10 que vous avez projeté quelles sont les attributions qu'une telle institution peut avoir dans l'activité notariale d'un office de la gestion des actifs de propriété intellectuelle. Et donc, en application de cet article 12 de la Convention de Paris, la plupart des États membres se sont attelés à constituer cette administration nationale, cet office de propriété industrielle chargé de délivrer les titres de propriété industrielle et également de rendre d'autres services de propriété industrielle tels que la publication, l'information, etc., etc. Et ici, on se trouve dans l'hypothèse où
chaque État membre décide de créer une administration nationale chargée de faire cette activité notariale d'un office. Mais lorsqu'on se retrouve, on avance toujours dans la Convention de Paris, on va constater avec l'article 19 que ces règles conventionnelles fixées par la Convention de Paris, et il y a parmi ces règles ce qu'on peut appeler des normes qui sont obligatoires, impératives, pour lesquelles les pays, les États membres sont tenus de conformer leur législation, le minima conventionnel. Et vous avez également des normes qui sont facultatives, qui permettent aux États membres de les accommoder selon leurs particularités, selon leur particularisme. Alors, c'est ce qui explique qu'à l'article 19, on va permettre aux États membres de prendre des arrangements particuliers pour la protection des actifs de propriété industrielle. Et donc, c'est au regard de ces arrangements particuliers qu'un certain nombre d'États peuvent décider de se regrouper ou alors d'agir individuellement pour adapter. Alors, vous comprendrez aisément où je vais en venir. Et c'est en application de ces deux dispositions que je viens de citer qu'un certain nombre d'États africains fraîchement indépendants, surtout des États de l'Afrique francophone, des ex-colonies de l'Afrique francophone, vont décider de se mettre en commun pour créer cette administration chargée de gérer les actifs de propriété industrielle. Mais il est bon de préciser que pendant la période coloniale, puisque ces États-là étaient des colonies, la gestion des actifs de propriété industrielle était le fait de l'administration française à travers l'INPI France, l'Institut national de la propriété industrielle de France. Et après les indépendances, je le dis pour ceux qui ne sont pas de l'espace francophone, il y avait ce qu'on appelle une sorte de continuité législative, à savoir que les États fraîchement indépendants n'avaient pas encore tous les textes légaux pouvant régir l'ensemble d'un certain nombre d'activités. Et dans ce cadre, pour faire face à cette situation, les États fraîchement indépendants avaient décidé dans la majorité de maintenir la législation coloniale et les institutions coloniales telles qu'elles étaient rendues applicables dans les colonies avant l'indépendance. C'est ainsi qu'un certain nombre d'institutions françaises d'alors vont continuer à gérer un certain nombre de matières et à gérer notamment la propriété intellectuelle. Alors, pour ce qui concerne la propriété industrielle, vous allez avoir l'INPI qui continuera de gérer, et pour ce qui concerne les droits d'auteur, vous allez avoir des institutions comme la SACEM et autres qui vont continuer à gérer les droits d'auteur jusqu'à ce que les États nouvellement indépendants puissent disposer de législation propre ou d'institutions propres. Alors, c'est dans ce cadre-là que, après après des discussions qui se situent dans un contexte post-indépendance en Afrique noire et qui postulait que pour être fort, il fallait former de grands ensembles. Et c'est dans ce contexte-là qu'un certain nombre de pays francophones qui étaient essentiellement membres de l'Organisation commune africaine et malgache ont décidé, le 13 septembre 1962, à Libreville, de mettre leurs efforts en commun pour créer un office africain et malgache de la propriété industrielle qui est l'OAMPI. Il faut remarquer que cet office
comme son nom l'indique, à l'origine était destiné à gérer uniquement les actifs de propriété industrielle. Et cet office a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Toujours, il faut le dire pour la petite histoire, que c'est avec la coopération française, notamment l'INPI, que cette institution et les textes régissant cette institution ont été pris. Et cet office a fonctionné depuis sa mise en vigueur jusqu'aux années 70, 75, 76, où un État membre, Madagascar, décide de se retirer et de créer un office national. Donc, à partir de ce moment, le 2 août 1977, les États membres, les États fondateurs de l'OAMPI à Libreville se réunissent à Bangui, en Centrafrique, pour réviser l'accord de Libreville. Alors, en faisant cette révision, on va ajouter un nouveau mandat à l'administration en charge de la propriété industrielle dans ces États membres. Et alors, on va passer d'un office de propriété industrielle à une organisation en charge de la propriété intellectuelle. Et avec pour conséquence que l'OAPI n'est plus seulement un office, mais une organisation qui a d'autres mandats autres que la délivrance des titres. Donc, à cet égard, l'OAPI, à partir de 1977, va avoir un mandat en matière de droit d'auteur, va avoir un mandat en matière d'indication géographique, etc. Et donc, l'OAPI actuelle est la résultante de cet accord du 2 mars 1977. Et puis, au cours des années 90, comme vous le savez, il intervient le nouvel accord sur l'Organisation mondiale du commerce avec des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Et donc, dans cet accord que vous connaissez certainement, il est fait obligation à ces États signataires de se conformer non seulement aux différentes conventions mères, savoir Paris, Berne et autres, mais également aux nouvelles dispositions qui sont contenues dans l'accord sur les aspects des droits de propriété industrielle qui touchent au commerce. Ouais. Et donc, dans ce cadre-là, les États membres de l'OAPI vont se réunir encore une fois en 1977 à Bangui pour réviser l'accord du 2 mars 1977 pour mettre en conformité cet accord avec les nouvelles dispositions de l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est cette version de l'accord qui est en vigueur et qui sera très certainement dans les années à venir remplacé par un autre accord qui a été signé, une autre révision qui a été actée le 14 décembre 2015 à Bamako, au Mali. Et cet accord avait entre autres, pour objectif de moderniser le texte de base de l'OAPI en introduisant un certain nombre de dispositions visant à améliorer la qualité des titres délivrés, mais également à prendre en compte l'évolution de la législation au niveau international. Donc, voici un peu pour ce qui concerne l'aperçu historique que je fais pour nos auditeurs non africains qui n'ont pas cette dimension historique.
Alors, du point de vue de l'occupation spatiale, vous avez cette carte des États membres de l'OAPI, qui est, comme vous le voyez, c'est une des organisations les plus vastes du continent africain, puisque, comme on a coutume de dire, l'OAPI s'étend depuis l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien, et avec les 13 États membres que vous voyez en bas, que je pourrais citer pour faciliter: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, l'Union des Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la République islamique de Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Donc, à ce jour, l'OAPI comporte 17 États membres. Il faut dire qu'à l'origine, il y avait moins de 17 États membres, et au fur et à mesure, un certain nombre d'États se sont joints à l'OAPI, renonçant ainsi à avoir un office de propriété industrielle propre. On peut citer en dernière date l'Union des Comores, qui a rejoint l'organisation, et nous espérons pouvoir attirer d'autres pays africains qui souhaitent adhérer. Alors, cela dit, quelles sont les particularités de ce que nous appelons le système OAPI, puisque c'est un système à part entière? La première des particularités, et qui a aussi une dimension historique, c'est la législation uniforme. Alors, à cet égard, il faut le dire, et peut-être avec un brin de fierté, que l'OAPI est le précurseur du droit communautaire en Afrique, puisque dès le 13 septembre 1962, les pays membres ont fait le choix d'avoir un droit communautaire. Et cette législation communautaire se traduit de façon forte par une législation uniforme. En d'autres termes, les États membres de l'OAPI ont une seule législation, qui est l'accord de Bangui et ses annexes. Ce qui signifie que dans le fonctionnement quotidien de l'OAPI, tous les États membres de cette institution n'ont pas de loi nationale propre. Ce sont les annexes de l'accord de Bangui qui vont constituer les lois nationales propres de cette institution. Et on peut faire un clin d'œil à cet égard avec une institution qui est un peu plus récente, qui a moins de 20 ans, qui est l'OADA, et qui a repris, en quelque sorte, le schéma tracé par les États africains membres de l'OAPI en 1962. Alors, à partir du moment où ces pays ont décidé d'avoir une législation uniforme en application de l'article 19 de la Convention de Paris, ces pays vont également décider d'avoir une administration commune, à savoir un office commun, en application de l'article 12 de la Convention de Paris. Ce qui signifie que pour tous les États membres de l'OAPI, il n'y aura pas d'administration nationale habilitée à délivrer des titres de propriété industrielle. On va avoir un seul office, et dans les développements futurs, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Troisième particularité, c'est qu'il va avoir comme pour conséquence une centralisation de l'ensemble des procédures. Et on va le voir un peu plus tard, c'est que lorsque vous voulez avoir un titre dans un des 17 États membres de l'OAPI,
il vous suffira de vous adresser au siège de l'organisation qui est à Yaoundé pour que l'ensemble des formalités, l'ensemble des procédures soient faites. On reviendra là-dessus. Quatrième particularité, c'est la délivrance d'un titre unique qui est valable pour l'ensemble des 17 pays membres. Et on va revenir là-dessus certainement. Ceci est la très forte particularité de l'OAPI, dans ce sens que sur les 17 États membres, si vous délivrez un titre, par exemple pour le Mali, ce titre est ipso facto valable pour l'Union des Comores. Et vous allez, comme on va le voir tout à l'heure, on n'est pas dans un système de désignation comme la plupart des offices régionaux le font, et on reviendra là-dessus. Alors, du point de vue du fonctionnement, je l'ai annoncé tout à l'heure, l'OAPI est d'abord un office. Et donc, en tant qu'un office, il est structuré tel qu'il apparaît dans la diapo qui vous est projetée. Il y a d'abord un siège qui se trouve à Yaoundé, République du Cameroun. Et au niveau du siège, vous avez une direction générale qui comporte un cabinet, des services rattachés. Vous avez, pour les aspects d'audit interne, vous avez un contrôle financier, vous avez un directeur général adjoint qui seconde le directeur général. Mais bon, ça, ce n'est pas le plus important. Mais par rapport à l'activité qui est menée au service qui est rendu aux usagers, l'OAPI est structurée en disons, 4 directions opérationnelles en liaison avec les activités notariales, et vous avez une académie qui a rang de direction, qui est rattachée à la direction générale. Alors, la première des directions, c'est la direction des brevets et autres créations techniques. Alors, dans cette direction, comme son nom l'indique, on va gérer tous les actifs de propriété industrielle tels que les brevets, les obtentions végétales, les topographies de semi-conducteurs et tout ce qui est en lien avec les créations techniques. Ensuite, vous avez une direction des marques et des autres signes distinctifs. Et dans cette direction, on va avoir bien évidemment la gestion des marques, des dessins et modèles, des indications géographiques, etc. Et on a une direction support qui est la direction des systèmes d'information, qui est chargée de gérer tous les logiciels de gestion des titres tels que iPass, etc. Et vous avez une direction de la prospective et de la coopération qui est en charge de tout ce qui relève de la coopération. Alors, cette direction est en rapport avec l'autre mandat que nous allons présenter tout à l'heure, à savoir le mandat de développement. Alors, nous avons également, au niveau de la direction générale, un certain nombre de projets que nous allons présenter plus tard et qui sont structurés également rattachés aux différents démembrements. Dans les États membres, comment l'OAPI est structuré, il y a dans les États membres ce qu'on appelle un administrateur, c'est-à-dire le ministre en charge de la propriété industrielle des États membres, qui est généralement le ministre en charge de l'industrie, et qui est l'administrateur au conseil d'administration de l'OAPI. Et pour les activités au quotidien de l'OAPI, dans un État membre, il y a une administration nationale qui est appelée structure nationale de liaison, qui est le correspondant de l'OAPI dans cet État membre. Alors, nous passons au niveau du fonctionnement. Alors,
dans notre fonctionnement en tant qu'office, il y a deux types d'activités. Il y a le traitement des demandes nationales, des demandes régionales plutôt, et qui est centralisé ici à Yaoundé. Alors, comment cela se fait que les demandes sont centralisées ici à Yaoundé? Tout simplement parce que par rapport à l'accord de Bangui, l'OAPI est le service national de propriété industrielle pour chaque État membre. Ce qui signifie, à contrario, que dans les États membres, vous n'avez pas de service national de propriété industrielle, mais vous avez des relais de l'OAPI. Et donc, toutes les demandes qui sont reçues, soit directement à l'OAPI, soit par le canal des États membres, ces demandes-là sont transférées d'une manière ou d'une autre, soit physiquement, soit électroniquement, à l'OAPI pour le traitement. Et c'est là que l'on voit la particularité, une des particularités de l'OAPI, c'est que l'ensemble des demandes est traité à l'OAPI, mais lorsqu'une demande est faite, comme il apparaît là, il y a une seule taxe qui est payée et la taxe est valable pour les 17 États. En d'autres termes, il n'y a pas de taxe de désignation comme cela pourrait se passer chez nos consoeurs de l'ARIPO, où vous avez des taxes de l'ARIPO et en sus des taxes de désignation de chaque État membre. La conséquence de ce système uniforme, c'est que le titre délivré à l'OAPI est automatiquement valable sur l'ensemble des 17 États membres sans aucune formalité supplémentaire. Alors, sur ce camembert, vous avez un aperçu des activités, en tout cas des demandes provenant des États membres au titre de l'année 2018. Et généralement, tous les États membres sont représentés dans les demandes. Mais ce qu'il faut préciser, lorsque nous parlons de demandes régionales, ce sont les demandes qui sont effectuées par des résidents des États membres de l'OAPI, que ces résidents aient la nationalité du pays ou pas. Donc, dès lors que la demande provient d'un résident des États membres, nous la traitons comme venant d'un État membre. Donc, il peut se trouver bien que une entreprise ou bien un opérateur économique japonais ou français installé, par exemple, au Bénin, fasse une demande à partir du Bénin, on va considérer sa demande comme une demande résidente et ça va rentrer dans les statistiques des demandes régionales. Et vous avez cette cartographie représente un peu, c'est à l'image de l'activité économique dans les différentes zones. Et vous voyez, en Afrique centrale, vous allez avoir beaucoup plus de déposants au Cameroun, par exemple 15%. Et quand on voit le poids économique du Cameroun dans la zone Afrique centrale, cela se traduit dans les dépôts. Vous avez en Afrique de l'Ouest la Côte d'Ivoire qui a pratiquement 30%. Cela traduit également le poids économique de ce pays dans cette sous-région. Alors, en tant qu'office, nous traitons également les demandes étrangères. Et les demandes étrangères, cela sont traitées suivant plusieurs mécanismes que vous connaissez. Si nous prenons dans le cadre des brevets, on peut avoir des demandes étrangères qui viennent par le canal du PCT. Dans ce cas-là, l'OAPI est l'office récepteur et nous traitons ces demandes-là conformément aux règles édictées par le PCT.
On peut avoir aussi, il faut souligner sur ce point, il n'y a pas que seulement les demandes venant par le biais du PCT, mais on peut avoir des demandes qui viennent directement par le biais de la Convention de Paris. Cela n'appelle pas de développement particulier, sauf s'il y a des questions. On a également, en matière de marque, l'OAPI est membre du système de Madrid. Et donc, dans le cadre de Madrid, l'OAPI également reçoit les demandes internationales de marque, et ces demandes sont traitées également conformément au système qui est mis en place par Madrid. Alors, il faut dire que pour la particularité de Madrid, c'est que ce ne sont pas l'ensemble des États membres qui sont membres de Madrid. Et donc, vous avez quelques États, mais l'organisation, en tant que telle, est membre de Madrid. Il en va de même également pour le système de l'AE, pour les dessins et modèles industriels, où l'organisation est également membre, ainsi que quelques États membres. Toujours dans le fonctionnement, on arrive au contentieux administratif de la propriété industrielle. Alors, nous avons, disons, deux types de contentieux. Il y a des contentieux qui sont pris en charge par la Commission supérieure de recours, qui est une commission constituée de magistrats, de 6 magistrats, dont 3 titulaires, qui sont élus et provenant des États membres. Et donc, cette juridiction administrative auprès de l'OAPI est chargée de sanctionner, en quelque sorte, les décisions prises par le directeur général en tant qu'autorité de délivrance des titres. Et par exemple, lorsque le directeur général délivre un titre ou bien prend un acte administratif qui, d'après les requérants, ne serait pas conforme au texte, ces requérants-là peuvent recourir directement, après un recours gracieux bien sûr, directement devant la Commission supérieure de recours qui est chargée de trancher. Alors, de façon concrète, cette commission rend à peu près 15 décisions par an. Et nous avons également une autre commission technique qui est la commission des oppositions, qui est de la commission qui est également mise en place par le directeur général, qui fonctionne lorsque des recourants, des requérants font, par exemple, une opposition à l'enregistrement d'une marque. Il faut signaler que le système actuel de l'OAPI ne permet les oppositions qu'après l'enregistrement, après la publication. Ensuite, nous avons le contentieux judiciaire. Alors, il s'agit, pour ce qui concerne la compétence, et ça, c'est une particularité forte également de l'OAPI. En ce qui concerne le contentieux judiciaire, ce sont les États membres qui sont compétents, à savoir les juridictions civiles de tout degré des États membres. Et donc, s'il y a un acte de contrefaçon qui est posé, qui est posé dans un État, par exemple au Burkina Faso, le titulaire du droit ou son ayant droit peut saisir directement le juge du lieu de commission de cette infraction, à savoir le juge burkinabé, qui va rendre une décision. Et il se pose souvent deux sortes de problèmes. C'est la question du pouvoir, par exemple, d'une juridiction pénale. Vous me faites signe si la liaison se dégrade. Alors, dans les textes de l'accord de Bangui,
une juridiction pénale qui est saisie peut également se prononcer sur la validité du titre litigieux. Et ça, ce cas est directement réglé par l'accord. Mais on a ces dernières années une question qui se présente, c'est que dans beaucoup d'États membres, il y a la mise en place de plus en plus de juridictions commerciales. Et l'accord de Bangui, en tant que tel, n'a pas prévu que ce soit les juridictions commerciales qui soient saisies. Et donc, pour l'instant, lorsque la question se pose, nous gérons cela au cas par cas, à savoir, il faut recourir au texte interne de l'État membre en question pour savoir quelles sont les compétences attribuées à cette juridiction commerciale. Le deuxième problème qui se pose, c'est l'autorité des décisions rendues par les juridictions des États membres. Parce que nous avons une législation unique, mais on a une diversité de juges et de juridictions qui peuvent rendre des décisions contradictoires. Et pour régler cette situation, le texte prévoit que toutes les décisions définitives rendues par les États membres ont autorité de la chose jugée dans tous les autres États. Et évidemment, exception faite des décisions qui sont fondées sur l'ordre public et les bonnes mœurs. Et cela soulève quelques difficultés de fonctionnement au quotidien lorsqu'il y a des contrariétés entre les différentes décisions. Je reviendrai là-dessus s'il y a des questions. Nous passons maintenant au deuxième volet de l'OAPI, qui est sa particularité, qui est sa principale particularité, c'est que les textes fondateurs de l'OAPI ont donné pour mandat à cette institution de contribuer au développement économique et social des États membres par l'usage du système de la propriété intellectuelle. Et donc, l'OAPI essaie de s'acquitter de cette tâche sur 3 volets. Il y a le volet de l'utilisation stratégique, le volet de la promotion de l'innovation technologique et la promotion de la propriété littéraire et artistique et le développement des ressources humaines. En ce qui concerne la promotion de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle, il s'agit pour l'OAPI de faire en sorte que le système de propriété intellectuelle puisse être utilisé comme élément de valeur ajoutée dans la chaîne de production d'un certain nombre de choses. Et il se trouve, par exemple, qu'au niveau agricole ou au niveau de l'artisanat, les pays membres regorgent de beaucoup de produits qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment valorisés. Et donc, dans ce cadre-là, l'OAPI a mis en place, en liaison avec un certain nombre de partenaires, notamment l'AFD, l'Union européenne, un certain nombre de projets sur, par exemple, les indications géographiques et les marques collectives. Le premier projet, c'est ce qu'on appelle le projet PAMPIC, qui a consisté à faire en sorte que les États membres de l'OAPI puissent disposer des premières indications géographiques, dont la liste est ici affichée. Le poivre de Penja, le miel blanc d'Oku, qui sont tous les deux du Cameroun, et le café Ziama Macenta. L'autre volet de l'utilisation stratégique, c'est également la promotion et du système des obtentions végétales. Comme vous le savez, l'Afrique est une terre agricole, mais ce n'est pas toujours que les paysans disposent du matériel végétal approprié. Et donc, dans le cadre de sa mission d'accompagnement du développement agricole, l'OAPI a également initié un projet avec l'accompagnement de l'Union africaine et l'Organisation des ACP qui va consister à développer davantage le système des obtentions végétales
notamment l'accréditation de nouveaux laboratoires, de formation d'experts, etc., etc. Il y a également autre volet qui est le développement technologique des États. Et l'OAPI s'acquitte de cette mission de trois manières, à savoir une subvention aux inventeurs et aux centres de recherche, la constitution d'un fonds d'appui à l'innovation et à l'invention et l'organisation d'un salon de l'invention et de l'innovation. On pourrait développer tout ça s'il y a des questions. Ensuite, comme je l'ai indiqué, à partir de 1977, un autre mandat a été donné à l'OAPI, à savoir la gestion de la propriété littéraire et artistique. Il faut tout de suite préciser les choses, c'est que dans le cadre du fonctionnement de l'OAPI, il ne s'agit pas de faire la gestion collective du droit d'auteur. Et c'est une activité qui relève des organismes de gestion collective des États membres. L'action de l'OAPI se limite, pour ainsi dire, à la promotion de la propriété littéraire et artistique et, par exemple, à faire en sorte que les États membres puissent utiliser pleinement le système, par exemple, par l'aide à la création d'organismes de gestion collective, c'est par exemple l'aide à la rédaction de textes nationaux d'application en matière de droit d'auteur. Et également, l'autre aspect de la mission de l'OAPI, c'est faire en sorte qu'on puisse disposer d'informations sur la production littéraire et artistique des États membres à travers des registres, des œuvres, etc. L'autre mandat de l'OAPI, qui figure clairement dans ces textes, c'est le développement des ressources humaines. Et ce développement des ressources humaines se fait à travers une académie, qui est l'Académie Denis Ekani. Pour la petite histoire, Denis Ekani, c'est le premier directeur, un des tout premiers directeurs généraux de l'OAPI. Et un certain nombre de programmes de formation ont été faits. Il y a le programme qui est le plus connu, qui est le Master 2 en propriété intellectuelle, qui à ce jour a formé plus de 300 auditeurs. Nous avons un programme que l'OAPI a lancé l'année dernière, qui est la formation africaine sur les indications géographiques. Il s'agit de doter les États membres de personnes ressources capables d'accompagner le processus d'indication géographique et de marque collective dans les États membres. Nous avons deux derniers programmes, à savoir le Master 2 ingénieur brevet, qui est un programme en cours de construction qui devait être lancé cette année, mais compte tenu de la situation créée par la pandémie, certainement ce programme va être lancé l'année prochaine. Il s'agit, à travers ce programme, qui s'adresse notamment aux ingénieurs des grandes écoles, disposer d'ingénieurs capables d'interpréter des brevets, de savoir rédiger des demandes de brevets, etc., et de conseiller les entreprises. Et le dernier programme, qui est le certificat d'aptitude à la gestion collective, qui est un programme qui est destiné justement aux organismes de gestion collective, de sorte que ces organismes-là puissent disposer de personnes capables de gérer le système de gestion collective des droits d'auteur. Et voilà un peu succinctement présenté l'OAPI à travers ses particularités en tant qu'office régional. Et j'ai été un peu long, mais je voulais être exhaustif de sorte que cela facilite les questions. Donc, je suis disposé à répondre à vos questions.
Merci beaucoup, monsieur le directeur général. J'espère que vous m'entendez. Alors, si, Oui, si oui, vous me oui. si vous me le permettez, je débuterai peut-être ce jeu de questions-réponses suite à votre présentation. En fait, j'aimerais avoir quelques éclaircissements sur ce que vous avez évoqué s'agissant de l'ordre public et des bonnes mœurs, puisque vous Oui. avez expliqué finalement que les décisions rendues par les juridictions des États membres faisaient autorité pour les autres États membres, sauf Oui. s'agissant de la question de l'ordre public et des bonnes mœurs. Est-ce qu'il serait possible un petit peu de préciser, voilà, finalement, quelles seraient les conséquences? Est-ce qu'on aurait une marque qui serait potentiellement annulée dans un seul État membre sur la base de l'ordre public et des bonnes mœurs et qui resterait valable dans les autres États membres? Oui, c'est exactement ça. Parce que, comme je vous ai présenté, l'OAPI est composé de pays divers. Vous avez à l'OAPI, par exemple, une république islamique. Vous avez des pays lusophones, des pays hispanophones, des pays francophones, etc., etc. Et donc, l'appréciation de l'ordre public et des bonnes mœurs n'est pas pareille si on est dans une république laïque ou on est dans une république, par exemple, islamique. Et on n'a pas souhaité que les usagers du système puissent soit pénalisés par cette divergence d'interprétation de l'ordre public. Ce qui signifie que si, par exemple, un pays comme la Mauritanie, qui est une république islamique, estime qu'une marque est contraire à ses bonnes mœurs, cette marque ne sera pas valable en Mauritanie, mais sera toujours valable dans les 17 autres États. Par contre, si un juge mauritanien décide qu'une marque viole un droit antérieur et qu'il annule la marque sur la base de l'existence de la violation d'une marque antérieure, cette annulation prononcée par le juge mauritanien est valable dans les 17 pays. Donc ça, c'est la nuance. Ok. Et justement, alors, pour continuer sur cette compétence des juridictions des États membres, je m'interrogeais en fait sur les futurs chantiers peut-être pour l'OAPI. Est-ce qu'il est envisagé d'avoir une cour supranationale qui permettrait d'harmoniser en quelque sorte la pratique des juridictions, de la jurisprudence des différents États membres, et sans pour autant qu'il y ait une juridiction supranationale, justement, comment à l'heure actuelle, vous envisagez cette question? Est-ce qu'il y a des programmes de convergence qui sont opérés? Est-ce que l'OAPI forme les juges des différents États membres sur ces questions de propriété intellectuelle pour justement éviter peut-être des divergences d'appréciation qui seraient parfaitement naturelles hein, entre différents États sur des questions de distinctivité, sur des questions de risque de confusion, par exemple? Oui, effectivement, l'idée a été avancée de créer à terme une juridiction supranationale, mais c'est une idée qui est toujours en cours de réflexion. Et pour l'instant, ce qui est fait, l'OAPI est plutôt lancé dans un programme de renforcement des capacités des magistrats, de sorte à pouvoir assurer à pouvoir se prémunir des distorsions dans les décisions qui sont rendues par les États membres. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de partenaires, notamment l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'INPI France et l'École de magistrature nationale de magistrature de France, un programme de formation, un double programme de formation des magistrats, à savoir la formation des formateurs et puis la formation systématique des auditeurs de justice en intégrant dans les écoles de magistrature des États membres le contentieux spécial de la propriété intellectuelle. Donc, c'est un programme qui est actuellement en cours de négociation avec les États membres. De sorte qu'à terme, l'ensemble des magistrats des États membres soient formés sur les particularités du texte et pour avoir un minimum de cohérence dans les décisions rendues. Mais pour revenir sur la question de la juridiction supranationale, il y a également d'autres pistes qui sont envisagées, mais qu'on n'a pas encore suffisamment creusées. C'est que dans le cadre de l'OHADA, il existe déjà une juridiction communautaire
qui tranche sur toutes les affaires, enfin tout ce qui concerne le droit des affaires. Et sans conteste, la propriété intellectuelle est également un droit des affaires. Et donc, la réflexion est aussi menée de ce côté-ci, de sorte à trouver un moyen de mettre en cohérence les décisions rendues. Mais vous avez devancé, merci beaucoup, vous avez devancé ma question suivante. Justement, je m'interrogeais sur les relations avec l'OHADA et sur l'articulation finalement entre les compétences de l'OAPI et celles de l'OHADA, afin de voir s'il n'y avait pas une potentielle convergence qui était envisageable. Oui, oui, bien évidemment. Nous avons, disons, avec nos collègues de l'OHADA, nous sommes en train d'envisager les pistes de convergence. Il n'y a pas que la question judiciaire, il y a également une question que nous avons en partage, c'est le registre du commerce. L'OHADA gère le registre du commerce de l'ensemble des pays francophones et l'OAPI gère le non commercial qui est un élément du registre du commerce. Et donc, nous sommes en train de travailler à faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction entre la gestion faite par l'OHADA du registre du commerce et la gestion faite par l'OAPI du registre du commerce. Alors, juste pour vous expliquer en quoi se pose le problème, c'est que d'après la législation OAPI, le registre du commerce a un rayonnement local et également un rayonnement dans les 17 pays. Alors, quand vous prenez la législation OHADA, vous avez le registre du commerce aussi qui a un certain nombre de rayonnements qui dépassent le rayonnement qui est pris en charge par l'OAPI. Par exemple, au niveau du registre du commerce, il n'est pas possible, par exemple, d'enregistrer 2 fois le même nom commercial pour un registre de commerce donné. Or, à partir du moment où le système OAPI donne une valeur locale au nom commercial, vous pouvez avoir 3 ou 4 noms commerciaux identiques dans un même pays et a fortiori dans 17 pays. Et donc, nous sommes en train de travailler à corriger cette incohérence entre ce qui est géré par l'OHADA et ce qui est géré par l'OAPI. Ok, merci beaucoup. Alors, j'aurai une dernière question et après, je laisserai la parole aux étudiants. Ma question, en fait, est sur les chantiers, en fait, sur les objectifs de votre mandat et de vos futurs mandats pour la suite. Est-ce que la question des savoirs traditionnels, par exemple, est au centre de vos préoccupations? Et puis, auquel cas, est-ce que vous auriez d'autres chantiers que vous souhaiteriez développer? Oui, effectivement, nous avons un certain nombre de chantiers qui sont consignés dans le plan stratégique 2018-2022. Mais pour revenir spécifiquement à la question des savoirs traditionnels, c'est une préoccupation des États membres que nous essayons d'embrasser pour protéger vraiment cet élément du patrimoine qui est assez fort. Et donc, de ce point de vue, nous sommes en train de travailler avec l'OMPI et nous avons recruté conjointement avec l'OMPI un certain nombre d'experts qui sont en train de travailler sur des lois types pour les États membres, de sorte que les États membres puissent disposer d'instruments types et en tenant compte de la lenteur de l'évolution des négociations au niveau international, de sorte que les États membres puissent, s'ils le souhaitent, avoir des dispositions nationales pertinentes dans ce domaine. Ça, c'est du point de vue de l'appui législatif. Mais il y a aussi, dans le cadre du plan stratégique, un certain nombre de projets qui sont envisagés en termes de recensement et de classification de ces savoirs, de sorte qu'on puisse avoir un répertoire. Mais c'est des projets qui sont compris dans le plan stratégique. Il y a également d'autres chantiers dont le plus urgent, c'est non seulement la dématérialisation de nos procédures qui a commencé. Nous sommes en expérimentation du traitement à distance, c'est-à-dire les demandes dématérialisées de titres que nous sommes en train de tester. Nous allons commencer dans un premier temps avec les mandataires et puis un certain nombre de pays pilotes.
On comptait achever cela cette année, mais malheureusement, avec la pandémie qui empêche les mouvements, ce programme a pris un peu de retard. Et nous avons aussi le programme de l'examen quant au fond des titres, l'examen substantiel. Jusqu'à présent, l'OAPI ne fait qu'un examen formel des titres et nous sommes en train de nous préparer à faire un examen substantiel de l'ensemble des titres. Évidemment, c'est un projet qui est très important pour nous parce que ça va donner un peu plus de crédibilité au titre délivré par l'OAPI. Maintenant, il y a d'autres chantiers, mais ça, ce sont des chantiers qui ont un rapport un peu lointain avec l'OAPI, c'est la construction de nos représentations dans les États membres. Merci beaucoup. Alors, écoutez, j'ai quelques questions. Alors, moi, à titre personnel, je ne les vois pas dans le chat. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, je ne sais pas s'il souhaite prendre la parole. On a Paul qui avait une question. Alors, oui, allez-y, Paul, je vous en prie. Oui. Bien, bonjour. C'était une question par rapport à la compétence des juridictions, en fait. Je suppose qu'il y a des critères de rattachement traditionnels qui peuvent jouer, donc domicile du défendeur ou alors lieu de commission quand il y a une contrefaçon, par exemple, là où elle a lieu. Mais je me demandais dans quelle mesure il pouvait y avoir des opportunités pour le forum shopping, vu que les décisions des juridictions peuvent emporter un effet sur tout le titre. Savoir comment s'articuler ce principe et la compétence territoriale, si elle est limitée, si elle est complète dans ce contexte. Je pense surtout dans les décisions qui peuvent emporter la nullité d'un titre, par exemple. Okay. Oui, vous posez là une question extrêmement importante puisque ce n'est pas un cas d'école. Il nous arrive d'être confrontés à cela parce que vous pouvez avoir un titulaire de droit qui peut avoir, disons, plusieurs intérêts dans différents États membres. Et donc, ce titulaire de droit peut, par exemple, choisir tel ou tel État où il pense pouvoir bénéficier d'une décision favorable. Alors, nous avons, disons, des moyens assez limités pour combattre ce forum shopping, mais il nous arrive, l'accord dit expressément que ce sont les décisions qui sont rendues en application des dispositions de l'accord. Et donc, il nous arrive que des décisions soient rendues, des décisions d'annulation d'un titre soient rendues sur des fondements autres que les dispositions de l'accord. Dans ce cas-là, le directeur général ne donne pas suite à ces décisions qui sont rendues en méconnaissance des dispositions. Mais dès lors que la décision est rendue en application stricte des textes, il faut dire que nous n'avons pas grand moyen pour éviter le forum shopping. Merci beaucoup. Paul, est-ce que vous avez une autre question? Non. Merci. Oui, un peu en complément, je suppose que c'est le cas, mais il doit y avoir des procédures de droit plus souples, comme des lignes de conduite ou des choses émises peut-être par l'Office à l'attention des juridictions dans la pratique du texte que vous mentionniez juste avant, savoir s'il y a ce genre de mécanismes qui sont mis en place. Oui, effectivement, nous avons des recueils de jurisprudence et des guides du magistrat et qui permettent aux magistrats qui le souhaitent de s'inspirer de ces guides-là. Nous avons effectivement des guides du magistrat. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a d'autres questions de M. Fedouop. Oui. Alors, j'ai la question en ligne. Il demande qui gère le fonds d'appui à l'innovation technologique. Cette gestion se décline dans la pratique. Oui, nous avons c'est un fonds qui existe depuis longtemps, qu'on appelle le FAPI. Malheureusement, ce fonds a été
restructuré il y a quelques années, mais la restructuration n'a pas donné tous les résultats escomptés, dans ce sens qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Et à ce jour, nous avons lancé une étude pour voir comment mettre en place un mécanisme global de l'innovation. Les résultats de l'étude sont attendus pour le début de l'année prochaine. Mais sinon, effectivement, ces fonds-là existent et l'auditeur demande qui gère ce fonds. Ce fonds est localisé ici à Yaoundé et c'est une demande qui est faite à la direction générale. Et si vous allez sur le site, vous pouvez avoir les éléments constituant cette demande. Alors, j'ai une autre question. Comment se passe la protection des savoirs traditionnels? Bon, je crois que j'ai répondu. À ce jour, l'OAPI n'a pas de texte en vigueur en ce qui concerne les savoirs traditionnels. Il y a eu des tentatives d'adoption d'un instrument, mais qui n'a pas été mis en vigueur. Et donc, nous sommes en train de reprendre le processus. Mais comme vous le savez, les savoirs traditionnels sont protéiformes. Donc, si les aspects qui relèvent du droit d'auteur sont gérés par les mécanismes du droit d'auteur et celles qui relèvent des autres aspects, dessins et modèles, brevets, sont réglés par les textes pertinents. J'ai une question de Juliette Albé qui demande si l'OAPI fait partie de l'arrangement concernant la protection, l'arrangement de Lisbonne. Non, l'OAPI en tant que tel ne fait pas pour l'instant partie. On a un certain nombre d'États membres qui font partie. Et justement, depuis la révision depuis l'acte de Genève, la possibilité est donnée aux offices d'intégrer cet instrument. Mais pour l'instant, l'OAPI n'a pas encore intégré. Nous attendons qu'un certain nombre d'États membres intègrent le nouvel acte ou que l'OAPI en tant qu'institution l'intègre. Je crois que... J'ai une contribution de Cyril, c'est ça? Pour les juridictions en cours, avoir une seule juridiction pour tous les États membres. Oui, j'ai plus ou moins répondu à la préoccupation, mais il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte lorsqu'on veut bâtir une juridiction supranationale. Il faut tenir compte, par exemple, du volume du contentieux. Est-ce que le volume du contentieux permet de bâtir une juridiction supranationale, parce qu'il y a un élément de coût. Il y a la question du personnel. Il faut former un certain nombre de personnel pour cela, mais également il y a l'obstacle de la souveraineté des États, parce que si vous voulez créer une juridiction supranationale, ça suppose que les États acceptent d'abandonner une partie de leur souveraineté. Et ça, c'est des questions qui relèvent des négociations entre États et qui peuvent mettre un temps. Alors, j'ai une question de Romain Soustel. Le groupe des pays africains a formulé des revendications devant le comité des brevets à l'OMPI à propos de l'accès à la santé, médicaments anti-revenus, et notamment le besoin de transposer la législation, les éléments de flexibilité. J'aurais voulu savoir si l'OMPI mettait en place des mesures spécifiques. Bien. Alors, cette question, justement, elle est prise en compte de plusieurs façons. D'abord, dans l'accord de Bangui actuel, qui est conforme à la dernière version des ADFIC au moment de son adoption. Et
la révision de Bamako de 2015 a expressément intégré les différentes dispositions concernant l'accès aux médicaments, etc. Et par exemple, à titre d'illustration, vous verrez dans le nouvel accord que les pays membres de l'OAPI qui ont le statut de PMA disposent d'un délai jusqu'à 2033, si je ne me trompe, pour reconnaître les brevets sur les médicaments. Mais sur cette question, de façon pratique, l'OAPI, par exemple, à la faveur de cette crise, a mis à la disposition des États membres un certain nombre de brevets, que ce soit des brevets du domaine public ou des brevets encore sous protection, ainsi qu'un certain nombre d'informations techniques concernant les médicaments aux États membres. Et l'OAPI également a mis à leur disposition un guide pour l'utilisation des flexibilités, notamment les licences obligatoires, etc. etc. Et donc l'OAPI joue son rôle dans ce domaine. Mais à ma connaissance, l'OAPI ne subit pas de pression, en tant qu'institution, ne subit pas de pression des pays industrialisés ou bien des industries pharmaceutiques. À ma connaissance, non. Alors, j'ai une question de Clément. Oui. Oui, monsieur le directeur général, merci et c'est un honneur pour moi de vous retrouver. Il faut dire que depuis notre arrivée, les cours que nous avons suivis, j'ai toujours essayé de faire une comparaison avec ce qui est prévu dans l'accord de Bangui ou ce qui va entrer en vigueur avec l'accord qui va entrer en vigueur. Et je constate qu'il y a des notions, par exemple, qu'on ne retrouve pas dans nos textes, par exemple les notions de distinctivité autonome, la notion de marque renommée. Par exemple, à l'OAPI, il n'y a pas encore des procédures administratives de nullité ou de déchéance, d'exigence de preuves d'exploitation de la marque au moment de l'opposition. J'aimerais savoir si finalement on n'est pas un peu en retard par rapport aux autres offices ou bien on reste autonome, on a nos propres règles. Voilà ma question. Oui, justement, pour vous répondre comme ça, en retard, oui, on l'est. C'est la raison pour laquelle on a fait une révision de l'acte de Bamako. Et à ce jour, comme vous le savez, puisque vous êtes à la direction des affaires juridiques, nous sommes au stade de la rédaction des textes qui prennent en compte toutes ces insuffisances qui ont été constatées par ailleurs dans les anciennes dispositions. Et je l'ai dit tantôt, à partir du moment où nous passons à l'examen substantiel de l'ensemble de nos titres, nous sommes obligés d'avoir un certain nombre de textes de référence qui mettent l'examinateur en capacité d'examiner tous les aspects que vous évoquez, notamment, par exemple, la preuve de l'exploitation. Il faut évidemment des références, des textes et autres qui mettent l'examinateur en capacité d'apprécier. J'ai une question de Clémence Leclerc. Que pensez-vous personnellement d'une protection sui generis des savoirs traditionnels? Est-ce que vous défendez la position dans les travaux de l'OMPI? Bon, puisqu'il s'agit d'une position personnelle, il va de soi que, je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces questions de savoir traditionnel et autres, ce sont des questions pour lesquelles il serait difficile d'avoir une réponse uniforme. D'avoir une réponse uniforme sans que cela n'impacte sur les autres systèmes de protection de la propriété industrielle existants. Alors, si vous prenez le cas des savoirs traditionnels dont vous parlez, dans le savoir traditionnel, c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments culturels et autres qui peuvent relever du droit d'auteur,
Mais vous avez aussi des éléments dans ces savoirs qui peuvent quelquefois relever du procédé qui dépendent également du brevet. Avoir une protection sui generis supposerait, si on devait aller sur cette voie, c'est d'avoir une protection telle qu'elle est formulée dans le cadre des dessins et modèles industriels, où on a fait une combinaison entre le droit d'auteur et la propriété industrielle. Mais personnellement, je ne pense pas que on serait prêt d'un accord au niveau international sur une protection sui generis, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en contradiction. D'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, si, une autre question? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. S'il vous plaît, je voudrais poser une question par rapport à la révision de l'accord de Bangui qui n'est pas encore mise en vigueur. Je voudrais savoir la position des SNL. Est-ce que l'examen préalable pourra se faire au niveau des SNL? Dans votre développement, vous avez dit que tout se fait à l'OAPI. Est-ce que l'OAPI a prévu que les SNL fassent un examen préalable des dossiers par rapport au fonds avant d'envoyer au niveau de l'OAPI pour au moins diminuer les tâches des examinateurs de l'OAPI? Merci, monsieur le directeur. Oui, mais madame, les structures nationales de liaison verront leur rôle évoluer avec l'examen quant au fond. J'ai indiqué tout à l'heure que nous sommes en train de déployer à titre expérimental le traitement à distance de l'ensemble des titres. Et cela va concerner également les SNL. À savoir qu'au niveau des structures nationales de liaison, on aura certainement des personnes outillées qui pourront directement travailler depuis leur pays d'origine sur les bases de données de l'OAPI à Yaoundé. Et donc, un certain nombre de droits d'accès seront organisés et justement, les tests d'application qui sont en train d'être pris vont déterminer quels sont les actes que les SNL pourront poser dans le cadre de l'examen quant au fond. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une célérité dans le traitement des demandes venant des États membres et surtout une qualité des demandes qui sont transmises au siège. Donc, je peux répondre par l'affirmative. Les SNL auront un rôle à jouer et ce rôle est en train d'être défini. Merci, monsieur le directeur. Bien, je n'ai plus de questions en ligne. Donc... Eh bien, écoutez, je pense que s'il n'y a plus de questions, il est temps de vous remercier une fois de plus pour cette intervention, cette brillante intervention. Ah, encore une question, j'entends. Oui. S'il vous plaît, j'ai une question concernant le principe de cumul, le dessin modèle industriel et les droits d'auteur. Donc, ma question, est-ce que le système OAPI soutient le principe de cumul entre les dessins modèles industriels et les droits d'auteur? Oui, disons que je répondrai comme ça. Dans l'OAPI, les textes de l'OAPI sont des textes qui sont nécessairement conformes aux conventions mères, à savoir la Convention de Paris et la Convention de Berne. Et donc, à cet égard, il y a le cumul selon les critères que certainement on vous a indiqué lors des enseignements. Mais seulement au niveau de la particularité de l'OAPI, c'est que, par exemple, un plaideur ne pourra se prévaloir d'un dessin et modèle que s'il a accompli les formalités afférentes aux demandes de certificat d'enregistrement de dessins et modèles. Et donc, les dessins et modèles qui ne sont pas enregistrés restent dans le champ du droit d'auteur.
Sinon, ce principe du cumul est tout à fait possible et plaidable devant une juridiction. Bien. Alors, est-ce que cette fois, c'est la bonne? Pas d'autres questions? Bon, écoutez, donc cette fois, on va définitivement conclure. Merci, monsieur le directeur général. Merci pour cette brillante intervention et pour vous être prêté au jeu, voilà, des questions-réponses qui étaient nombreuses et qui démontrent tout l'intérêt que l'OAPI peut avoir pour nos étudiants. En tout cas, encore une fois, merci. Et je souhaitais, à titre personnel, vous remercier puisque, vous le savez, il y a des relations quand même assez privilégiées entre l'OAPI et le CEPI depuis de très nombreuses années. Donc, cette intervention s'inscrit dans ce cadre, mais je souhaitais aussi vous exprimer tout le plaisir que nous avons à recevoir chaque année des agents de l'OAPI ou des offices nationaux pour voilà, venir suivre les cours, tant dans le cycle brevet que le cycle marque. Et en tout cas, c'est toujours un immense plaisir de les côtoyer, de les avoir chaque année. Donc, je souhaitais vous remercier très chaleureusement pour cela. OK. Mais c'est moi qui vous remercie non seulement d'accueillir nos apprenants et puis pour la qualité de la coopération qui n'a cessé d'exister. Et puis, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec les auditeurs et présenter un peu le système OAPI qui souvent n'est pas très bien connu. Et j'espère être arrivé à faire ressortir la particularité. Je vous remercie. C'était très clair. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci. À très bientôt en présentiel. Merci. J'ai fait l'enregistrement, hein, donc on verra comment changer. Bah écoutez, oui, vous pouvez m'envoyer ensuite la vidéo. Et comme ça, si vous l'acceptez, on mettra ça en ligne une fois de plus sur la page YouTube du CEPI. D'accord. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci.